Lynn Renaud, depuis plusieurs années, enfin depuis déjà pas mal de temps, vous vivez successivement entre les États-Unis et la France. Alors, bon, d'une part, pour les journalistes, c'est très difficile de vous avoir. Et puis d'autre part, j'aimerais vous demander si après tant d'années, vous vous sentez plus américaine que française ou vice-versa. Quelle est votre véritable nationalité? Il n'y a aucun problème, je suis française. Et c'est en tant que française que je me produis aux États-Unis. Mais je crois que le grand problème, c'est surtout de ne jamais devenir américaine, car vous défendez là-bas votre propre identité et votre propre personnalité. Alors, comme je suis, je crois, très française, je crois que c'est ce que les Américains aiment. Est-ce qu'aux États-Unis, ce n'est pas difficile justement de ne pas perdre sa propre identité? Est-ce qu'on n'est pas tenté de s'identifier aux Américains et de rentrer dans le système américain? Non, non, c'est une question d'équilibre. Il faut pas être fermé. On voit des choses là-bas qui sont très intéressantes et auxquelles il faut s'adapter. Et puis il y a des choses à ramener et des choses à laisser. C'est comme dans tous les pays. Les Américains, quand ils viennent ici, il y a des choses à prendre de chez nous et il y a des choses à laisser. Mais je crois que une une personnalité reste ce qu'elle est. Elle plaît. Une personnalité plaît pour sa personnalité. Alors comment dirais-je, qu'elle la peaufine, qu'elle prenne des choses qui l'améliorent. Il y a des bonnes choses à prendre dans tous les pays du monde. Il y a des bonnes choses à prendre et bien entendu pas aller à l'opposé de vos goûts en disant bon si je sais pas si c'est bien d'être habillée comme Cyndi Lauper par exemple et c'est pas ça me plaît beaucoup quand je la vois car ça lui correspond tout à fait, mais c'est pas pour ça que je m'habillerai comme ça. Il y a des vous voyez ça, je crois que et si Cyndi Lauper s'habillait très classique, ça ne lui irait pas du tout. Je parle de l'habillement là, mais c'est dans les choses en général dans la vie, il faut être soi-même avant tout. Vous parliez justement de Cyndi Lauper, ça me semble étonnant. Est-ce que après une carrière comme vous avez fait, il est encore possible de s'intéresser à la musique rock actuelle? Est-ce que vous suivez de près l'actualité musicale française et américaine? Je la suis plus passionnément en Amérique parce que là vraiment je dis la vérité, surtout chez les femmes. Je trouve que en dehors de Jeanne Masse, que j'aime beaucoup, de Rose Laurence, de Julie, qui a une très jolie voix et qui est, j'en oublie probablement, j'ai pas encore beaucoup entendu Victor Lazo, mais je l'ai aperçu l'autre jour à la télévision, et sa personnalité m'a plu, son look aussi, mais je l'ai pas encore bien entendu chanter. En dehors de Bibi, je trouve qu'on n'est pas terriblement gâté comparé à ce que, dans le féminin, ce que vous avez comment dirais-je, aux États-Unis. Aux États-Unis, quel est le plus au niveau des chanteuses? Au niveau du look, au niveau du style, au niveau de la personnalité? Surtout la façon dont elles chantent. Ça, je crois qu'on a encore beaucoup de leçons à prendre. Même les meilleurs de chez nous ont encore des leçons à prendre d'une Whitney Houston, d'une Cyndi Lauper, d'une Madonna, de Pat Benatar. Ça chante. Ça a une étendue importante, ça a une technique vocale importante, une rythmée comme savent l'être les Américaines. Là, on a encore des leçons à prendre. On en a toujours eu d'ailleurs, longtemps aussi. Hein. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter chez vous régulièrement ces artistes? Non, si vous voulez, quand je suis d'un seul coup chez moi ou à la radio ou à la télévision passe Tina Turner ou les gens dont je viens de vous citer, je les regarde avec plaisir. Mais je dois vous dire que quelquefois je suis absolument atterrée parce que je vois au top 50. Ça, je suis obligée de le dire. J'ai pas souvent une grande joie. Et je ne demande qu'à en avoir. Vous voyez, au contraire, parce que si d'un seul coup je voyais quelqu'un de formidable, je dirais oh, celle-là, je vais m'en occuper, elle peut faire du bruit en Amérique. Vous voyez? Ce qu'il y a de bien déjà, c'est de s'intéresser à la musique moderne et de porter un jugement le plus objectif qu'il soit. Oui, mais je suis. Je me suis toujours intéressée à ce qui se fait dans le domaine de la chanson. Et je vous dis, c'est pour ça que j'aimerais quand même, je souhaiterais vraiment
qu'il y ait des talents plus grands. À mon avis, actuellement, il doit y avoir des chanteurs et des chanteuses en France, comme il y en a toujours eu, mais je voudrais que la qualité soit qu'on soit plus difficile. À mon avis, on met trop facilement au top 50. Il y a des choses, je suis sûre que quelque part, il y a des choses mieux en France. Parlons maintenant de votre carrière. Là, actuellement, nous sommes dans votre bureau, il y a des tas de photos magnifiques. Est-ce qu'après tant d'années de carrière, il est possible d'avoir envie de faire quelque chose encore? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène non pas de saturation, mais une perte d'enthousiasme? Elle m'est pas encore venue, je vous signalerai quand elle vient. Vous avez toujours les mêmes joies à organiser des émissions, organiser des soirées qu'à vos débuts? C'est une autre forme de joie. C'est une autre forme de joie. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Il y a tellement de facettes différentes. Il y a tellement de choses à entreprendre que les journées passent trop vite et les nuits sont trop longues. Non, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses passionnantes à faire. Puis en dehors du spectacle, vous vous occupez sérieusement de défendre de grandes causes comme le sida récemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper de la défense et de l'information au niveau de cette maladie? D'abord par la venue de cette maladie. Et puis, justement, vous parliez de l'Amérique. J'y étais au moment où on en parlait en Amérique, on n'en parlait pas encore en France. Et que, comment dirais-je, je crois que nous, on a de la chance, les artistes, d'avoir peut-être une possibilité de parler plus facilement au public, d'être écouté. Et j'ai bien vu aux États-Unis le mal qui arrivait, et puis surtout le même problème, les problèmes américains, on les a avec plus ou moins de recul ici, donc c'était à se douter que ça viendrait ici également. Et que nous passons avec 2 ans d'intervalle par les mêmes problèmes par lesquels sont passés les Américains. Donc c'était une expérience d'observer ce qui se faisait là-bas. Et l'expérience là-bas est venue des artistes qui ont essayé de communiquer, de dédramatiser tout en informant, d'expliquer que l'information, le malade est pas, le risque est pour tout le monde et pas simplement des groupes à risque. En fait, tout ce que j'ai vu là-bas, les artistes américains qui se groupaient pour essayer de récolter des fonds pour la science, parce que en France, nos savants sont vraiment à la pointe de la recherche, et l'énergie qui leur manque le plus, c'est l'argent. Donc, essayer de convaincre des initiatives privées, des sponsors, des généreux donateurs, et de récolter des fonds pour la science, et à la fois d'intéresser le gouvernement, parce que ça doit aussi venir du gouvernement. Et je pense que l'action d'Elizabeth Taylor et des artistes américains ont déclenché le gouvernement américain, et je pense que mon action, aidée de mes amis artistes, a aussi ouvert les yeux au gouvernement. Vous pensez que c'est le rôle d'un artiste de se mobiliser pour des grandes causes comme celle-là? Un artiste qui croit, qui le sent, il ne faut pas se forcer. Faut pas dire « je suis un artiste, je vais défendre une grande cause ». Il faut toujours faire ce que vous avez envie de faire. Comme Coluche a fait les restaurants du cœur, probablement que Coluche, elle a ressenti quelque chose là et qui lui tenait à cœur, qu'il a voulu faire et qu'il a fait et qu'il a bien fait. On ne fait bien que les choses que l'on sent. En plus, j'ai perdu beaucoup d'amis et amis des gens qui ont eu des transfusions, pas automatiquement les groupes à risque. J'ai perdu des amis en Amérique qui ont été transfusés et qui ont eu le sida à la suite de ça. On a vu encore dans l'émission l'autre jour cette jeune femme qui a eu une transfusion en 83 et dont la petite fille est née avec le sida. Donc maintenant l'information doit passer chez les jeunes, et c'est le plus dur parce que c'est tellement merveilleux d'être jeune, et puis et c'est tellement merveilleux parce que c'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a la sève. C'est très difficile de dire « Ah non, il ne faut pas laisser monter la sève, c'est interdit, c'est faux ». Évidemment que là où il y a le moins de risque, c'est l'abstinence. Mais comment voulez-vous dire à un jeune « Abstenez-vous », c'est pas possible. Donc, les jeunes c'est une forme de guerre. C'est une forme de guerre, c'est une question de vie ou de mort.
Et tant que l'ennemi, prenons le virus et l'ennemi, eh bien malheureusement, les jeunes doivent se mobiliser contre l'ennemi, qui est ce fameux virus. Et comment se mobiliser? Eh bien, c'est simplement en faisant passer, je crois, l'amour du cœur et avant la sexualité, et puis de se protéger par le seul moyen de protection que vous connaissez, voilà, qui sont les préservatifs, un point c'est tout. Vous êtes d'accord avec les gens qui disent que le sida, c'est la peste de l'an 2000? C'est tellement facile de dire une chose comme ça. D'abord parce qu'on n'a pas vécu la peste, alors on ne sait pas ce que c'est. Peut-être, moi je crois qu'on fait face à une maladie contagieuse, comme il y a eu à un certain moment la tuberculose, et que la science va trouver. Je pense que tous les chercheurs du monde cherchent, et ils vont trouver. Là où on n'est pas du tout comme avec la tuberculose, c'est que quand vous étiez dans une pièce ensemble, comme nous le sommes maintenant en train de vous parler, si par mégarde on boit dans le verre de quelqu'un qui avait la tuberculose, on pouvait l'attraper de cette façon-là. On pouvait l'attraper en vivant avec quelqu'un, en l'embrassant, en partageant. Des frères et sœurs pouvaient attraper la tuberculose comme ça. Le sida, ça ne s'attrape pas comme ça. Pour attraper le sida, il faut faire quelque chose. Donc, si on a fait des sanatoriums, parce que ça s'attrapait facilement, je ne crois pas qu'il faut faire des sidatoriums. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le sida ne s'attrape pas en serrant la main, ne s'attrape pas en embrassant quelqu'un, ne s'attrape pas en essuyant la larme de quelqu'un qui pleure. Il n'y a pas le sida dans la larme de la personne qui a... Non, non, non. C'est l'acte sexuel qui est transmis par le sperme et le sang. Est-ce que vous avez été traumatisé comme l'ont été les Américains à l'époque, ou même toujours aujourd'hui, où le sida fait beaucoup de bruit? Je ne suis pas traumatisée personnellement. Je suis inquiète, et je suis plus inquiète pour la jeunesse que pour... c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que, je vous dis, on ne pourra jamais arrêter cette chose merveilleuse qu'est l'amour. Et je souhaite le plus vite possible qu'on trouve soit un vaccin ou une cure. C'est ça le traumatisme. Et c'est pour ça que j'ai une association jeune ils étaient là, vous les avez loupés à peu de choses, que nous, Association des artistes, allons complètement soutenir. On leur ouvre les bureaux à Saint-Germain. Il va y avoir une ligne nuit et jour, une ligne de téléphone nuit et jour. Et ils vont aller dans les lycées, dans les réunions de jeunes, parler. Et je fais venir une jeune américaine qui, depuis 2 ans, ne fait que ça aux États-Unis. Ils forment des jeunes, car le jeune écoute le jeune, et c'est tout à fait normal. Hein. Alors donc, ils vont entraîner des jeunes à aller parler aux jeunes, à donner l'information. Alors cette femme, je la fais venir, c'est-à-dire avec nos initiatives personnelles de notre jeunesse à nous, nos initiatives qui vont avec notre tradition, avec notre culture, on va tout de même prendre cette femme qui connaît les embûches par lesquelles ils sont passés, car il y a des messages qui ne sont pas passés sur la jeunesse américaine. Donc on va éviter toutes ces embûches en prenant le mieux. Et comme ça va nous permettre d'aller plus vite dans l'information. Vous comprenez ce que je veux dire? On va éviter les écueils qu'ils ont rencontrés. Car ça va être un apport pour nous. Alors notre association, l'association des artistes, l'a fait venir. Elle va joindre notre association de jeunes qui s'appelle Association Jeunes Information Sida. Et on va la prendre 6 mois pour qu'elle ait le temps d'entraîner. Là, maintenant, je l'ai mise, elle parle déjà bien le français. Donc, tous les jours, jusqu'à la fin du mois d'août, elle prend 4 heures par jour de français pour pouvoir parler aux étudiants, pour pouvoir parler aux jeunes et même aux parents, comme le font en Amérique. Éduquer les parents aussi. Apparemment, cette campagne contre le sida vous prend énormément de temps. Est-ce que c'est facile de concilier vie professionnelle et votre vie artistique et votre campagne contre le sida? Eh bien, ça me donne beaucoup plus. C'est pour ça que je vous dis que les jours sont trop courts et les nuits trop longues. Je voudrais dormir moins,
mais je dors déjà peu. Et puis, bon, j'essaie de me débrouiller. Heureusement, je touche du bois, j'ai une santé de fer, j'ai une énergie, je suis un taureau. Et je suis bien secondée. Donc, pour le moment, écoutez, tant que je peux le faire, je le fais. Et je mène ma vie professionnelle à la fois. J'arrive à mener les deux. Bon, quand j'ai monté ma première opération en 85 au Paradis Latin, c'était là où Elisabeth Taylor est venue m'aider. J'étais revenue, vraiment pas pour faire ça, j'étais revenue pour dire au revoir à mes amis, parce que j'allais partir jouer ma pièce Folle Amanda en Amérique. Alors j'étais revenue deux mois avant de repartir en décembre 85, répéter la pièce et la jouer en janvier 86. Je suis revenue donc ici fin octobre et novembre pour partir vers le 18 décembre. Et j'ai dit à la télévision, il m'interviewait à la suite de la mort de Rock Hudson, c'est là où j'ai dit à la télévision, il faudrait que nous fassions la même chose ici en France, les artistes, pour aider nos savants. Je ne me suis pas rendu compte de vers quoi j'allais. Mais comme quand j'assume quelque chose, je l'assume jusqu'au bout. Les artistes se sont mis à m'appeler, Thierry Leluron, Dalida, Nicordi, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, tout le monde m'appelle. Lynn, on t'a entendu, fais-le, on est derrière toi. Il n'y a que toi, t'es structuré, t'as des bureaux, puis un certain pouvoir de conviction qui fait partie de ma chance, peut-être d'avoir ça. Quand je crois à quelque chose, je crois que j'arrive à convaincre les autres aussi. Enfin, j'ai dit, alors on va faire un gala. Je suis partie sur un gala, un point c'est tout, et m'arrêter, donner la somme à la science, et puis surtout avoir ouvert les portes pour que les autres suivent. Et voilà. Et puis je suis toujours là, en train de mener d'autres actions. Vous avez évoqué des artistes récemment disparus comme Thierry Leluron ou Dalida. Parlez-nous de leur personnalité, de l'homme et de la femme qu'ils étaient. Bien, d'abord, la personnalité, c'était des artistes formidables. Thierry ça ne faisait que commencer pour lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait du talent de Thierry était rien à côté de ce qu'il avait encore à nous offrir. Il allait devenir, il aurait eu une évolution importante. Il serait passé probablement à un grand chroniqueur de l'actualité et du quotidien du français et même du monde. C'était sans fin ce que pouvait faire Thierry. Bon, Dalida, vous la connaissez, elle était très jolie, elle était très gentille, et c'était une très bonne artiste. C'était une femme que je n'ai jamais entendu Dalida dire du mal de quelqu'un. Oui, elle faisait bien sa vie d'artiste, et elle a peut-être eu plus de problèmes dans sa vie de femme. Est-ce qu'au fil des années, il est possible de poursuivre sa vie professionnelle sans amertume lorsqu'on voit des amis au fur et à mesure disparaître ? Non, vous avez du chagrin, mais l'amertume, être amer, c'est être aigri. Il n'y a pas d'aigreur à avoir. Quand vous avez réussi votre vie, non, vous avez du chagrin de voir des amis disparaître. Mais la vie reprend le dessus et le temps, comme elle l'a chanté d'ailleurs, avec le temps. Parlons maintenant rapidement et pour conclure de votre personnalité. Vous avez la réputation d'être quelqu'un de très gentil. Est-ce que c'est possible d'être gentil dans un métier aussi difficile que le métier du spectacle ? Vous savez, tous les métiers sont pas faciles. Hein. Il y a rien de facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. La vie est une succession de joie, de chagrin, de bons moments, de mauvais moments, de haut, de bas. Alors, je crois que c'est encore un coup la nature. Là. Vous ne pouvez pas être faussement gentil, comme vous ne pouvez pas être faussement intellectuel ou faussement, comment dirais-je, modeste. Il y a que la vérité qui passe. Et je crois que ça, il n'y a rien à faire. Le public, le plus réceptif de tout, c'est le public. Le public se trompe jamais. C'est difficile de trouver son équilibre. C'est ça qui est le plus dur, certainement, dans un métier qui est difficile, bon, disons-le.
C'est-à-dire que les artistes, quand sont tellement, comment dirais-je, quand on devient célèbre, on est très courtisé. Et la cour, il n'y a rien de pire. On appelle ça des yes men en Amérique. La personne qui est autour de vous qui dit toujours oh oui Lynn, oh oui, ah ben bien sûr Lynn. Alors ça, c'est à éviter. Parce que là, ce sont des gens qui ne sont pas vos amis. Les amis, ce sont ceux qui disent dis donc, je t'ai vu la semaine dernière, je t'ai pas trouvé bien. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Ben je sais pas, je t'ai pas trouvé bien présenté ou un truc, n'importe quoi. Ça sont des amis, les gens qui osent dire ce qui ne va pas. Parce que comme ça, vous vous corrigez. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui avait plus d'expérience que moi parce qu'il était il est plus âgé que moi. Et je crois que il m'a évité, par ses conseils, l'embûche de la cour, parce que peut-être que j'y serais passée aussi, peut-être que j'aurais eu aussi la grosse tête. Mais il m'a évité de la voir et je crois que c'est un grand cadeau qu'il m'a fait là. Sans lui, vous pensez que vous n'aurez pas fait le parcours que vous avez fait aujourd'hui? Je crois qu'un parcours se fait à deux, oui, franchement. C'est plus facile à deux. Avoir une épaule, et aussi bien moi, il a mon épaule et moi j'ai la sienne. Et je crois que à deux, ça aide. En conclusion, parlez-nous un petit peu de vos projets. C'est une question assez vague, mais il y en a certainement. Mes projets, oui, j'en ai. Là, je retourne aux États-Unis où probablement on est en train de préparer une série télévisée avec la pièce que j'ai jouée en France, qui s'appelait Folle Amanda et qui est devenue en Amérique l'incomparable Loulou. Donc les Américains, Embassy, qui est une grosse compagnie de télévision, est en train d'envisager une série de comment ils appellent ça, de comédie, sitcom, comme vous avez quoi ici, Maude, c'est ça? Oui, Maggie. D'ailleurs, Maggie s'appelle Maude aux États-Unis. En réalité, c'est une série américaine, Maggie, qui là-bas s'appelle Maude et qui a été traduite ici par Maggie. Or, moi, ça s'appellerait Loulou. Et ça deviendrait une série télévision. Voilà. Alors, ça c'est mon projet le plus immédiat. En même temps, j'ai bloqué les droits d'une pièce que, si je trouve l'adaptateur à qui je pense, je voudrais la jouer en octobre 88 à Paris. Il n'y a plus qu'à souhaiter que le projet se réalise. Moi aussi, je viendrai peut-être passer par le midi de la France et puis pour rôder, comme j'avais rodé Folle Amanda. Je vous remercie.